5, ça fait exactement 24 ans jour pour jour depuis l'assassinat de Mouzé Laurent Désiré Kabila, les soldats du peuple. Aujourd'hui, la RDC célèbre ses héros nationaux. Mouzé Laurent Désiré Kabila, dit révolutionnaire, à la victime de la géopolitique. Nous recevons Jean-Marie Kassamba, DG de Télé 50, analyste maison, président provincial de l'UNPC Kinshasa. Bienvenue. Bienvenue. Il faut rajouter aussi stratège. Ah voilà, stratège. Nous sommes dans la première école doctorale du CHEST, qui est la première institution, école de très haut niveau, installée pour former les géostratèges de notre pays. Après les sessions spéciales et ordinaires, on y a inséré maintenant l'école doctorale, parce que ça dépend maintenant du ministère de l'enseignement supérieur universitaire. Et nous avons la chance, effectivement, de compter parmi les membres de la promotion, des généraux, des ministres, des hauts cadres, etc. Et c'est tant mieux comme ça. Alors, il y a cette image, le cercueil, ça faisait très mal, en tout cas, ou ça fait encore très mal pour beaucoup de Congolais qui ont connu Mouzé Laurent Désiré Kabila. Alors, la première question à vous poser, Jean-Marie Kassamba, où étiez-vous exactement ce mardi 16 janvier 2001 et comment avez-vous appris la mort de Mouzé Kabila? Ce mardi-là, exactement vers 11 h, j'étais dans mon bureau à Paris, à la Défense exactement, à la Société Générale, parce que j'étais cadre à la banque Société Générale. J'ai travaillé parallèlement pour TV5. À l'époque, j'étais producteur à TV5 et Radio France Internationale. C'est l'ancien Premier ministre et aujourd'hui président honoraire du Sénat, Léon Kengo Wadondo, qui est à Bruxelles. J'ai parlé beaucoup avec lui lorsqu'il est tombé, enfin, il est arrivé en exil, qui me passe un coup de fil. Qui me dit, il y a quelque chose de grave qui vient d'arriver chez nous. On a tué le président et son fils. Les deux? Oui. J'ai dit, quel président? Il dit, oui, mais on a tué Laurent Désiré Kabila et son fils. Son fils était l'ancien président Joseph Kabila, qui était lui chef d'état-major adjoint et qui était au front. Et alors moi j'actionne mon réseau. Tout de suite j'appelle Jeune Afrique, j'appelle l'AFP, j'appelle mes amis qui étaient ici à Kinshasa à l'époque. Et ils me confirment que Laurent Désiré Kabila a été tué et il est mort sur le champ. Mais on a évacué le corps du palais de Marbre jusqu'à Ngaliema, à l'hôpital Ngaliema, par hélicoptère. Et on a en train de stabiliser la situation pour gérer la situation dans la ville sur le plan médiatique. D'abord, Sakombi, qui était le porte-parole, si vous voulez bien, du gouvernement, et Edi Kapend, qui lui s'occupait, enfin qui était l'officier d'ordonnance du maréchal Mobutu, qui gérait médiatiquement la situation. Et ça m'a été confirmé quelques années plus tard par Machako Mamba, qui était lui médecin à l'époque. Qui dit que quand le médecin de Mouzé? Oui, c'est lui qui a réceptionné d'ailleurs le corps, d'après ce qu'il m'avait dit, en Ngaliema. Et il a constaté, Machako Mamba, que Mouzé était mort déjà sur place. Il était enseveli dans l'espèce de rideau, c'était un peu catastrophique. Et dès là, on a monté le scénario que tout le monde connaît. On a remis Mouzé dans l'avion, direction Zimbabwe. Et pendant ces 24 heures, les initiés savaient que Mouzé était déjà mort. Les Belges savaient, les Français savaient, nous qui étions un peu les gens du réseau, nous savions. Mais il fallait maintenant gérer la situation, la stabilité du pays. La suite, vous connaissez, réunion à très haut niveau, on a dépêché Joseph Kabila, qui était
au Katanga, il est arrivé à Kinshasa, il a passé à la fameuse réunion, etc. Oui, ça c'est déjà pratiquement et la moi fin. j'étais déjà effectivement, C'est la fin de j'étais l'histoire, informé de ces jours-là. Et nous, au niveau de Paris, que ce soit les médias, il y avait beaucoup d'opposants à l'époque, hein, les Mobutistes qui avaient fui, les Mokolo Wapombo, les Chimbumbu Mukuna, tous ces gens qui étaient à Bruxelles, d'autres qui étaient à Paris. C'était une agitation parce que, je vous rappelle, à cette époque, il y avait des tentatives de venir chasser Musée ici. Le fils Mobutu, à l'époque, Manda avait créé un parti politique, mais Kongulu était dans tous ces milieux Italo, voilà, pour former un peu la rébellion. Il y avait un autre Congolais qui était à Bruxelles, qui avait monté avec Nimiba Dikangimbi, un autre staff. Donc, il y avait beaucoup d'agitation à l'époque. Et avec l'assassinat de Musée, il y avait une espèce de chape de plomb. On ne savait pas quelle direction le pays allait prendre. Voilà. Alors, ça, c'est ce qui est arrivé après. Mais on va un peu au début de cette histoire. Musée a commencé le maquis il y a très longtemps, depuis les années 60. Qu'est-ce qui avait poussé Musée à se retrouver dans le maquis, trop jeune, alors que Lumumba et les autres étaient dans la lutte non armée? On a accédé à notre indépendance. Lumumba lui-même s'est fait tuer. C'est ça qui l'a révolutionné pour se retrouver dans le maquis, où il était animé par autre chose? Non, Musée Laurent Désiré Kabila, c'est les fils de Taritabu. Taritabu, c'était un nationaliste katangais dans les années 50-60, exactement, ces années-là. Il y avait au Katanga des tendances nationalistes, tendances régionalistes, fédéralistes. Et Taritabu était un peu parmi ces Congolais qui étaient exaspérés par la colonisation belge. Et il a été tué par des Belges, un peu, vous voyez, comme les Simo Kimbangu, l'esprit là de Kwame Nkrumah, de tous ces panafricanistes anti-colonialistes. Et Taritabu était dans cet esprit-là. Il a été tué comme ça, Taritabu. Et quand Musée est resté, il a beaucoup vécu avec sa mère. Il a assisté, quand on a eu notre indépendance, à la restation de Lumumba. On a envoyé Lumumba au Katanga. Et quand on a tué Lumumba au Katanga, lui, Musée, était au Katanga. Trop jeune. Il est jeune, oui, très jeune. Il était choqué parce qu'il connaissait l'histoire de son père, lui-même jeune, fougueux, un peu nationaliste, etc. Et on a tué Lumumba qui était le nationaliste qui incarnait en quelque sorte le Congo qui devait être uni. Et Jason Sendwe était dans la même mouvance, etc. Mais il y avait les séparatistes, les fédéralistes, les régionalistes, comme Tchombe, Konakat et tout ça. Et Musée dira à sa mère, on a tué Lumumba, en plus chez nous ici au Katanga. Moi, je serai le prochain Lumumba. Je veux lutter pour l'indépendance de notre pays, pour l'autodétermination de notre pays. Et c'est là que, quand le partisan de Lumumba fuit, Lumumba est tué, Moulele fait son maquis, tout le monde s'est retiré un peu du côté de province orientale, Kisangani, un peu tous ces côtés-là, parce que le fief, c'était là-bas. Lumumba, plutôt Musée, entre en maquis. Il entre en maquis, il va avec aussi la même zone là-bas, et Wabora, et il commence sa guerre là-bas. Voilà. Et lorsqu'il était maquisard, parce que beaucoup de gens ne racontent pas cette vie-là de Musée. Musée a rencontré Che Guevara. Qui est venu, qui s'est déplacé. Oui, parce que Che Guevara, jusqu'au Zaïre de l'époque. Quand ça n'a pas fonctionné, Che Guevara et Fidel Castro et tous ces gens qui étaient contre les Américains là-bas, Che Guevara a quitté
l'Amérique du Sud. Il est venu maintenant dans le monde pour encourager, être aux côtés de tous ces noirs ou ces damnés de la terre, comme on peut dire, qui luttaient pour l'autodétermination et l'anti-américanisme, etc. Et c'est là que Che Guevara arrive chez nous. Il est passé par aussi le Sénégal, Guinée-Bissau, mais plus ici en RDC. Et il est allé dans le maquis des musées. Et c'est dans ce maquis-là que Musée a en quelque sorte enrichi son combat. Toutes les tentatives qu'il y a eu à l'époque, la guerre mouléliste, tous ces gens qui étaient dans les montagnes là-bas, tous ces gens que la Chine, l'URSS soutenaient, Musée était dans cette dynamique-là. Lorsque on tente de casser cet élan des nationalistes avec ces rébellions qui étaient à l'Est, quand la CIA et les Américains travaillaient avec Mobutu, ont fourni des mercenaires avec Mobutu, les armes à Mobutu, la guerre était frontale entre Musée, qui était du côté nationaliste, qui était du côté on va dire communiste, et Mobutu qui était en face, qui était du côté américain, alors, capitaliste. Une question à vous poser, en tout cas pour que les gens vous comprennent. Musée était contre les méthodes de l'Occident, déjà à l'époque. Parce que ces gens ont fait la peau à Lumumba, que Musée appréciait beaucoup. Et Moulélé a été exécuté tout ici. Le temps que Musée a passé au maquis, il jouissait des soutiens de qui? Comment il pouvait tenir autant d'années dans un maquis en train de se préparer, parce que lui-même disait, je serai le prochain Lumumba. Exactement. Musée a tenu grâce à quoi? Tous les maquisards, on appelait les guerrieros, Savimbi, Musée, ils vivent de quoi? Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, ils vivent de ce qui est là, à leur portée. Là-bas, dans les montagnes des Fizi, Baraka, tous ces coins-là. Mais il se plaint des minéraux. Il y a de l'or. À l'époque, on n'avait pas encore commencé à exploiter les coltans, etc. Les hommes mangent la production de ceux qui sont là-bas. On les cache là-bas. Et Musée tournait beaucoup dans ces coins-là jusqu'à aller en face en Tanzanie. Il a installé son quartier général là-bas en Tanzanie. Il allait en Ouganda. Il allait dans toutes ces zones. Rappelez-vous que la Tanzanie, c'était communiste aussi. L'international socialiste avec Nyerere a beaucoup soutenu également cette guerre-là. Voilà. Et dans le maquis, voilà Che Guevara, dans le maquis avec les Africains. Alors, une question sur Che Guevara, parce que quand il est venu, c'est vrai que la séparation a été difficile. Lui, il voulait rester au pays. Ils ont été attaqués. Pour chasser, on devait les tuer aussi. Et c'est les Américains qui l'ont poursuivi jusqu'ici. Il préférait mourir dans le pays de Lumumba, comme il le disait. Oui. Mais dans son ouvrage, il y a des points où il n'était pas d'accord avec M. Laurent Kabila. Pourquoi il n'était pas d'accord? Et beaucoup de gens comprennent mal l'exaspération de Che Guevara. Che Guevara, c'était un enfant de riche. C'était un médecin. Che Guevara faisait la rébellion, l'anti-américanisme par principe. Et donc, quand il trouvait un guerrieros, un combattant, stratège, qui joue avec l'ennemi à la manière de Sun Tzu, parce que Sun Tzu, pour ceux qui connaissent, c'est un stratège qui dit que pour gagner une guerre, il faut user de l'intelligence. Un lion est valable que vivant. Un héros est valable que vivant. Quand un héros est mort, il est mort. Eh bien, pour perdurer, il faut de l'intelligence et de la stratégie. Quand Che Guevara tombait sur quelqu'un qui jouait d'une manière intelligente avec le combat, il était découragé, pour ne pas dire exaspéré. C'est ça qui était à la base de sa préparation avec Fidel Castro. Parce que Fidel Castro, regardez, il est mort de sa belle mort.
Il n'a pas été tué par les Américains, malgré que Cuba a été sous pression, sous sanctions. Il n'est jamais mort. Fidel Castro, il est mort de la mort, enfin de la maladie. Mais Che Guevara a été exécuté. Moins de 35 ans. Et donc, quand Che Guevara arrive ici, il tombe sur Mouzé. Et Mouzé, il faisait des techniques de maquis, des guerres d'usure intelligentes, un peu comme son fils, avec beaucoup de tact, etc. Che Guevara voulait en finir à tout prix. Il voulait gagner la guerre à tout prix contre les Américains, contre la CIA. Et parfois, il trouvait les méthodes de Mouzé de camouflage. Parfois, on ne fait plus la guerre, on arrête un peu, on attend. Non, il dit non, ce monsieur-là, il n'est pas très sérieux. Il aime ceci. Non, dans la guerre, il ne faut jamais dévoiler toutes ses armes, toute sa technicité. C'est la signification de la foi de Che Guevara. Voilà. Ah, d'accord. Et pour preuve, quand il est parti ici, énervé, Che Guevara, il est reparti de l'autre côté. Il a usé de la même méthode. Il a été identifié, tué par les Américains. Alors, Mouzé restait maquis jusque, disons, prenons les années après 90. Mouzé, qui était contre les méthodes de l'Occident, a fini par accepter quand même l'accompagnement des Rwandais, des Ougandais, et puis la bénédiction de l'Occident pour vaincre l'effet Marshal Mobutu et marcher jusqu'à Kinshasa. En géopolitique, monsieur Tibi, il faut toujours savoir ce que vous voulez. Qu'est-ce que Mouzé voulait? Mouzé voulait l'autodétermination, l'indépendance réelle et surtout l'appropriation par les Congolais de leur histoire et de leur territoire. Dans les années 80, Mouzé était en contact avec le maréchal Mobutu, demandait à tous les responsables des services secrets de Mobutu. Certains sont encore vivants. Il y a eu des contacts avec Mouzé dans les maquis et à l'étranger, parce que Mouzé voyageait aussi beaucoup. Moi, un ancien de Mobutu, qui était un ancien des services, m'a raconté il n'y a pas longtemps que Mouzé a été en Italie avec ses moyens, parce que c'est ses diamants qu'il était parti là-bas pour vendre, etc. Les Italiens l'arrêtent. Et c'est au niveau du Vatican, parce que le Vatican, c'est la première institution diplomatique du monde. Le pontife, ça veut dire intermédiaire, etc. Et donc c'est le Vatican, avec l'ambassadeur de Mobutu, qui était en Italie, qui interviennent auprès des Italiens pour qu'on libère Mouzé en Italie. Et Mouzé, libéré, il vient ici, Mobutu pensait que cette faveur-là allait le rapprocher de Mouzé. Il a dit non. Nous avons notre idéal, c'est la fin de la dictature et surtout la fin de ceux qui vous soutiennent derrière, c'est-à-dire les Américains, parce que Mobutu était l'élément des Américains. Mouzé revient ici. Dans les années 1989, très exactement, je vous schématise à peu près la situation. La fin de la guerre froide, la fin du communisme avec la chute du mur de Berlin. Les Américains, notamment les démocrates qui étaient au pouvoir aux États-Unis, disent, maintenant que le communisme est terminé en Afrique, il y a encore les communistes en Angola, c'est-à-dire que le MPLA est toujours soutenu par l'URSS avec Cuba, mais notre pion dans cette partie s'appelle Mobutu. Qu'est-ce qu'on va faire pour avoir le contrôle de cette zone? Je rappelle que Mobutu, non seulement il était avec les Américains, mais en réalité, ce n'était pas les Américains qui géraient l'argent, si vous voulez, les richesses du Congo. C'était les Belges, c'était les Français, les soutiens immédiats de Mobutu. Surtout les Français, avec à l'époque Mitterrand, Jacques Chirac, etc. Il lève l'option. Voilà, par exemple, ça c'est une photo de la guerre des 80 jours à Lubumbashi. Et cette guerre ici, Mobutu a bénéficié de parents français qui ont sauté sur Kolwezi, des Marocains qui sont venus aider Mobutu, et accessoirement, un peu plus tard, par les Tchadiens, etc. Les gens qui disent que les phases ont été une armée extraordinaire, etc., à chaque attaque
Mobutu n'a jamais gagné la guerre tout seul. C'était un enfant chéri un peu de tous ces gens. Était le pion de la CIA depuis 1960, 58 exactement. Lorsqu'il a été identifié, il était étudiant en Belgique, et c'est là où il a été identifié. On l'a collé à Lumumba parce qu'il était le secrétaire de Lumumba. Il a infiltré la table ronde, on l'a préparé, ils ont été recrutés un peu tous ces jeunes gens qui étaient à l'époque les jeunes étudiants, les Bomboko, les Tshisekedi, etc. C'est eux qui ont fait les coups d'État en septembre 60, ensuite c'est eux qui ont eu le pouvoir en 65, et ça c'est notre histoire. Et donc, Mobutu, on lui explique que, cher ami, par les Américains, la guerre est terminée. Maintenant, on doit redimensionner la région des Grands Lacs. Mitterrand avait déjà fait le discours à la Bolle pour leur dire aux Africains, c'est fini le soutien qu'on vous utilisait autrefois dans les deux blocs, et c'est terminé. Maintenant, vous devez démocratiser vos pays. Démocratie, etc. Enclencher les conférences nationales souveraines. 90, 91, etc. Vous connaissez toute l'histoire. Mobutu, en 90, il a ouvert, mais il est resté un peu réticent par rapport à ça. Mais les Américains ne voyaient plus les choses de cette manière-là. En 92, ils expliquent au maréchal Mobutu, nous avons besoin des matières premières critiques. Titanium, tout ce qui est important pour les nouvelles technologies, parce que l'Internet commençait, etc. Mobutu n'avait pas compris, il a dit non, moi, souveraineté, etc. Il dit ok, si c'est comme ça, on va changer le paradigme. Kagame, qui était en Angola, plutôt en Ouganda, réfugié, Tutsi, qui avait lutté avec Museveni, parce que c'est Mobutu qui avait installé Museveni comme président. Kagame était formé là-bas. Kagame venait chez Mobutu ici, demander de l'aide. Et les photos existent. Il appelait comme ça, Monsieur le Président, Excellency, tout ça. C'est quand même humiliant ce qu'il est devenu aujourd'hui. Oui. Moi, j'ai des photos. Quand vous voyez Kagame à côté de Mobutu, mais c'est le jour et la nuit. Il parlait à Mobutu avec beaucoup de déférence, etc. Mais il était formé aux États-Unis, l'école militaire, mais aussi pour les services de renseignement. C'est lui qui était chez Museveni, qui aidait l'armée de Museveni, tous ces Tutsis qui étaient aux côtés de Museveni. Les Américains, voilà la fameuse photo. Regardez comment Kagame saluait Mobutu. Regardez le profil. C'est ça l'histoire du pays. À cette époque, personne ne pouvait croire que celui qui, avec autant de déférence, saluait le maréchal, le léopard de cette manière, serait son tombeur quelques années plus tard. Et c'est lui qui a humilié et Mobutu et le reste des Congolais jusqu'à aujourd'hui. Voici l'histoire de Kagame. Et donc, on explique à Mobutu par les Américains, ouvrez le système. Mobutu ne comprend pas. Parce que Mobutu était aveuglé par l'entourage, les jouisseurs qui étaient autour de Mobutu. Tous les caciques, là, les apparatchiks que vous voyez qui étaient autour de Mobutu. Non, Excellence, vous êtes tout puissant, vous gérez la province. Les oumélistes. Alors, pour faire... Les oumélistes, je vous synthétise. Allez-y, allez-y. C'est pour qu'on arrive à l'histoire des musées. Allez-y, allez-y. C'est pour qu'on ait ça à l'histoire des musées. C'est là où les Américains lèvent l'option, les démocrates lèvent l'option. Les Clinton lèvent l'option. Ils disent, bon, désormais, dans la sous-région, ça ne sera plus Mobutu qui gère nos intérêts là-bas. Le communisme, c'est terminé. Ils expliquent à Savimbi la même chose. On ne va plus vous citer contre Dos Santos, et l'MPLA, tout ça. Nous, on a changé de paradigme parce qu'on a besoin du pétrole de l'Angola, on a besoin des matières critiques qui sont dans la région des Grands Lacs. 93, Mobutu ne comprenait toujours pas parce qu'il y avait de la distraction ici de la conférence nationale souveraine, du gouvernement, machin, etc. Les Américains montent leur stratagème. Ils disent, il faut que Museveni, notre pion désormais dans la sous-région,
utilise la force militaire qui est avec lui, c'est-à-dire les Tutsis qui sont avec Museveni, l'APR qui était en négociation en cette période-là avec Habyarimana, en Tanzanie, à Arusha exactement, pour qu'on enclenche la dynamique de renversement de Mobutu et du contrôle de la région des Grands Lacs. Qu'est-ce qu'ils font? En 1994, ils font capoter les négociations d'Arusha. Ils arment Kagame avec la PR. Museveni est tué en revenant d'Arusha. Habyarimana, pardon. Habyarimana est tué en revenant d'Arusha. Est-ce que c'est qu'ils disent que l'arme qui a abattu l'avion présidentiel d'Habyarimana venait de l'ONU? Est-ce qu'ils ont raison? Fourni. C'est documenté, lisez, la documentation est là disponible. L'arme est fournie, on a donné les références de l'avion, on a donné l'horaire de l'avion, etc. Il a été abattu aux encablures de Kigali lorsque l'avion était en train de... C'est un jet piloté par des pilotes français. Et il y avait un général canadien qui pilotait, enfin, qui gérait l'ONU là-bas, etc. Tout ceci est vécu. Il y avait la fameuse opération turquoise, tout ça. Donc ça faisait partie du plan. C'était un plan. Parce que pour qu'on arrive à une situation, il faut créer les chaos. C'est dans le chaos qu'on arrive, effectivement, à réaliser ce qu'on voulait. Parce que si on n'avait pas tué Habyarimana, les Hutus n'allaient pas se venger contre les Tutsis. Parce que Habyarimana, ici, était un président Hutu, soutenu par la France, et les Américains voulaient prendre le Rwanda aux Français. Et la région des Grands Lacs aux Français. Mobutu était pro-français et les Américains voulaient enlever l'influence française ici, au Zaïre de l'époque. Kengo est encore vivant, il était Premier ministre. C'est pour cela que quand on tue Habyarimana, les Hutus militaires et civils fuient vers les Zaïre pour qu'on crée les chaos au Zaïre. Les Américains refusent que ces gens-là soient renvoyés chez eux. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, supplie même les Américains. Non, il faut... Les Américains disent, niet, ils restent là-bas. Et Kengo avait subi des pressions terribles. Mais Kengo était Premier ministre. Lorsque Kengo vous dit, moi-même je me réunis avec Mobutu, enfin Mobutu d'abord, Kengo lui-même il demande qu'on puisse aider le Zaïre à faire envoyer ces gens chez eux, les Américains refusent. Les Français même étaient prêts à accompagner cela, les Français refusent. Pendant ces temps, Mouzé était dans sa guerre. Mouzé était dans sa rébellion. Toujours au maquis. Dans le maquis. Là, il n'y a pas de contact. Il voyageait, Tanzanie, tout ça, mais il était toujours dans sa guerre. Mais pour maquiller l'affaire, on ne va pas laisser les Rwandais entrer au Congo d'une manière beaucoup plus directe. Il faut habiller. C'est là qu'en Tanzanie, l'histoire existe. Ou plutôt en Ouganda, l'histoire existe. Museveni se rappelle. Il dit, oh, mais il y a un Congolais qui de temps en temps vient ici, tout ça, mais qui lutte pour son pays depuis 1960. Pour que l'attaque de la RDC soit plus crédible, il nous faut une image, une identité foncièrement congolaise, 100% congolaise. Allez, on crée ce que vous a dit Carlos Mopili ce matin, l'AFDL. Parce que tout est parti au sud Kivu. L'AFDL, c'était quoi? On a ramassé tous les groupes armés essentiellement soutenus par les Rwandais, les Ougandais, etc. Mais il fallait mettre une visibilité, soulever une tête d'affiche. Mais Mouzé n'était pas porte-parole de l'AFDL au début. Il était aussi l'une des parties qui était là. Il fallait pour trouver de la crédibilité, pour trouver quelqu'un qui pouvait schématiser cette affaire, mettez un porte-parole qui doit être à la tête. Mais Lissa Singando était là. Beaucoup de Alors, ça, Mouzé n'a pas vu venir non, Mouzé savait cette que... mascarade. C'est-à-dire, il n'a pas... Lui a dit, je suis dans la lite. Mouzé ça, pour moi, c'est de l'aubaine pour
marché sur Le Kinshasa. raisonnement de Mouzé était que il faut absolument qu'on entre avec force chez nous pour peut-être faire tomber la dictature qui est à Kinshasa. Et les Rwandais ils disaient quoi? Eh bien, nous, on nous a donné une mission par les Américains, les Ougandais aussi, Museveni en particulier. Parce que le patron, ce n'était pas Kagame, c'est Museveni. Mais aujourd'hui, on parle trop de Kagame, Museveni. Mais je vais vous expliquer calme, comment c'est arrivé là. allez-y. Je vais vous expliquer comment on est passé de Museveni à Kagame. Museveni est devenu même, de temps en temps, ami. Il n'a Il jamais va été même ami. construire les routes chez nous. Il sera, mais c'est Allez-y. pour lui qu'il a construit. Allez-y. Et donc, Mouzé, il dit ok, il n'y a pas de problème, on avance, moi je suis porte-parole, etc. Et ça prend des dimensions, cette guerre de l'AFDL. Comment ça marchait au début? Mais c'est parce qu'en interne, il y avait de l'opposition anti-Mobutu, notamment non armée, de l'UDPS. Premier partenaire privilégié de l'AFDL, c'est l'UDPS. Des chaînes qui se guédit. Partout où l'UDPS est passé, en commençant par le Sud Kivu, etc., partout, c'est l'UDPS qui a accueilli, applaudi, facilité l'arrivée de l'AFDL. Et d'ailleurs, beaucoup de militants ont été élus gouverneurs à main levée. On les nommait à chaque fois. Bon, non, pas nommés, mais élus à main levée. Élu à main levée, c'est-à-dire Oui, que oui. dès que Mouzé arrive, les gens de Mouzé, l'AFDL arrive dans un coin. Ah, c'est vous, ah, venez, venez, venez. D'ailleurs, nous ici, on est depuis très longtemps. Ah, et ils commencent. Qui est populaire ici? Il dit non, non, c'est celui-là. Vous voulez celui-là ou c'est celui-là? L'autre là, membre de l'IDPS. Les Chadars ici ont été nommés comme ça. Membres de l'IDPS. Gouverneur des provinces. Oui. Et partout, ils n'ont pas tiré beaucoup de coups de feu. Il y a eu des coups de feu à Kisangani, un peu à Kindu. Mais tout le reste, c'était comme dans du beurre, à pied, accompagné par les membres de l'IDPS, jusqu'à Kinshasa ici. Mouzé, durant tous les passages, savait tout ça. Et en ce moment-là, son fils, qui plus tard l'a remplacé, l'accompagnait dans cette... Son fils, aussitôt que les choses commençaient à prendre corps, dès les Sud Kivu, parce que son fils passait quoi? Il étudiait toujours avec des doubles, triples identités, des camouflages, etc. Ouganda, Zimbabwe, comme sa sœur a été à l'université là-bas, Namibie, Zimbabwe, etc. Il a rappelé son fils, il était à ses côtés. Il était à ses côtés comme commandant, parce que personne n'avait de grade. On les appelait tous des commandants. Donc il a été là. Kisangani, par exemple, est tombé. Qui commandait Kisangani? C'est son fils. Joseph Kabila. Oui, Kisangani est tombé. Kisangani, quelqu'un disait Kisangani ne tombera jamais. Kisangani est tombé. C'est parce que son fils était commandant. L'entrée de l'AFDL ici, son fils était ici depuis plus d'une semaine. Il me racontait une histoire qu'il dormait dans les marécages là-bas vers Maluku. Là. Il venait jusqu'à Kinshasa ici alors qu'il y avait les phases ici, personne ne les connaissait. 2 semaines avant. Et donc, Mouzé savait tout ça que ce soit les miniers, les frères Boulle, les Canadiens qui étaient là, les multinationales, que ce soit les Ougandais, que ce soit... Il savait que tous ces gens ici, ils sont intéressés par notre pays. Mais moi, comme je suis encore je ne suis que porte-parole, je ne peux pas sortir la tête maintenant. C'est pour ça qu'ils arrivent jusqu'à Lubumbashi. Et à partir de ce moment-là, les Américains qui étaient derrière, qui pilotaient toujours tout, quand on a envoyé Bill Richardson ici, dire à Mobutu, votre temps est terminé, il faut aller négocier avec Kabila, etc. etc. Mobutu s'est entêté un peu. On l'a amené jusqu'à Utenika sur le bateau. À partir de Utenika, tout était terminé. Ce jour-là, vous voyez, il y a Tambobeki qui est là. Il y a celui Mandela, qui est juste Nelson, Mandela et l'envoyé spécial des Nations Unies qui est juste à côté de Mouzé. Mandela a été libéré par les Américains. Ça, c'était son vice-président. Et l'envoyé spécial des Nations Unies qui est juste à côté. Mobutu était fini ces jours-là. Mais en ce moment-là, Mobutu comptait sur qui comme partenaire? Il comptait sur les Français.
Les Français... Ils jouaient un peu à l'hypocrisie ou ils étaient réellement... Non, les Français, ils étaient déjà pliés. Les Français, ils ont essayé de sauver Mobutu à 2 ou 3 reprises avec l'opération turquoise. Mais les Américains étaient déterminés à en finir avec Mobutu une bonne fois pour toutes. Quand ils étaient sur le bateau, quand ce jour-ci, ça capotait, Mobutu savait que c'était fini. Il ne pouvait plus revenir président. Il a proposé d'ailleurs à Kabila, tout ce qu'il a proposé, Kabila a dit non, je ne veux plus. D'ailleurs, Kabila lui a posé une question ce jour-là. Qui vous a dit que vous étiez Dieu? Qui vous a dit? Et comme on avait dit à Kabila ce jour-là, Mobutu a une puissance surnaturelle. Si vous parlez avec lui, il ne faut jamais le regarder dans les yeux. Sinon, il allait vous hypnotiser. Eh bien, quand Mobutu parlait, Kabila regardait ailleurs. Jusqu'à ce que ça s'est terminé. Regardez ceux qui sont derrière Kabila. C'est son cousin Kakouji qui est derrière. Et regardez celui qui est juste derrière là-bas. Noir, grand détail. Les Rwandais Bizimaka. C'est un Congolais Tutsi. Comme il y a des Hutus Tutsi, c'est un Congolais. Mais il est Tutsi. Donc ce n'est pas parce qu'il est grand détail avec un nez comme ça qu'il est Rwandais, non. Il n'est pas Rwandais, il est Tutsi. Non, même Mobutu, dans les musées, s'étonnait un peu lorsqu'il a demandé aux autres de rentrer. Et aussi avait plié bagage. C'est comme ça que... Oui, mais c'est la faiblesse des gens qui vivent à cheval. C'est-à-dire que si vous voyez les Bakongo de chez nous, les Bakongo d'Angola ou les Bakongo de Congo-Brazzaville, si vous avez plus de soutien de l'autre côté, vous avez tendance à fuir de l'autre côté. Les Rondes, c'est la même chose. Les Babembe du côté de la Zambie, c'est la même chose. Mais ça, c'est une faiblesse. Bizimakara... alors, le musée arrive finalement. Mais Mandela avait déjà des instructions. Il savait qu'il fallait gérer Mobutu pour qu'il puisse sortir par la grande porte. Mobutu n'avait rien compris. Ça a capoté ce jour-là. Il a pris l'avion, il est revenu. Ce jour-là, le lendemain, c'était cuit. L'avion était débarqué à Bordeaux. Alors, le musée arrive finalement à Kinshasa. Déjà, depuis Lubumbashi, il s'est autoproclamé président. Pourquoi il s'est autoproclamé président à Lubumbashi? C'est parce que le plan des Rwandais et des Américains était que lorsque Mobutu est défenestré, ça devait être un Rwandais qui allait être président ici à Kinshasa. Parmi qui était dans l'AFDL. Mais comme Musée savait tous ces plans, il les a pris de court. Parce que tout le monde voulait que Kinshasa, Mobutu parte, Kinshasa tombe, et puis après les Rwandais... Il y avait déjà une équipe qui était déjà ici à Kinshasa. Mais Musée était déjà à Lubumbashi, avait compris ça. Quand il a appris que Mobutu a pris l'avion pour Badolité, lui, il a anticipé, en tant que porte-parole de l'AFDL, il s'est autoproclamé président à partir de Lubumbashi, et ça coupait court aux ambitions des Rwandais. Et les Rwandais même étaient étonnés de voir Musée faire ce qu'il avait fait. Alors, ils arrivent à Kinshasa finalement, Musée est président, oui. Il prête serment au stade, et c'était un nouveau chef qui est là. À quel moment il y a eu divorce, d'abord avec les Américains même, qui l'ont amené, qui l'ont soutenu, et ensuite les Rwandais et les Ougandais comme partenaires, y compris d'ailleurs Museveni, parce que le courant ne passait plus. Le problème avec Musée, c'est que stratège de son État, il était aussi un peu brut, un peu brut de décoffrage. C'est-à-dire quelqu'un qui ne se laissait pas faire lorsqu'il est dans son bon droit. Il arrive à Kinshasa, il forme effectivement le gouvernement. Tshisekedi l'approche, le père Étienne Tshisekedi, lui dit non, mon frère, parce que Tshisekedi avait donné l'instruction, il faut accueillir notre frère qui est en train de... Parce que Tshisekedi aussi comprenait. Tshisekedi, c'est un élément de la CIA aussi, à l'époque, avec les bombos et tout ça. Mobutu, je vous ai raconté l'histoire. Donc Tshisekedi connaissait les dessous. La fameuse phrase de Tshisekedi, il faut demander aux Rwandais la facture de leur accompagnement, c'était sincère. Musée explique à Tshisekedi, il faut venir qu'on travaille ensemble. Tshisekedi dit non, je ne peux pas venir aussi longtemps qu'il y a ces gens-là autour de toi. Les Rwandais. Ah, je ne peux pas venir. Il faut d'abord payer leurs factures qui rentrent chez eux. Nous, on va faire les choses entre chez nous. Les Rwandais, on sent que Maître Tshisekedi et Musée ensemble,
on serait encore minorisé davantage. C'est là où il y avait le plan d'éliminer Tshisekedi. Mais c'était quoi le plan du Rwandais? En arrivant ici, occuper des postes, commencer à tout non contrôler? Seulement occuper le poste, mais rwandiser le Congo. C'est arriver à transposer l'influence à outrance rwandaise ici, et, en exploitant, etc. Parce que savez-vous que lorsqu'ils sont arrivés, les biens des Mobutistes qu'ils ont trouvés, les véhicules de bonne qualité, les Rwandais étaient pauvres à l'époque, il n'y avait rien. On a ramené tout là-bas. À Kigali? Oui, tout. Et même les congélateurs ont ramené là-bas. Donc, les Rwandais, leur but, c'était à la fois venir, installer les pions, et puis eux-mêmes s'installer d'une manière un peu indirecte, parce que la présence rwandaise chez nous date de longtemps. Les Bisengimana étaient ici, j'étais des cabinets de Mobutu, beaucoup de Rwandais étaient ici depuis longtemps. Mais ils n'avaient pas l'impérium, la manière dont ils sont avec Mobutu, avec Mouzé, parce que Mouzé a nommé quelqu'un qui était quasiment d'obédience rwandaise, Bizima, Premier ministre des Affaires étrangères. Mais Mouzé dit qu'il ignorait que ces gens étaient des Rwandais. James Kabarebe était ici au niveau de l'armée, etc. Donc, Mouzé dit qu'il ignorait que ces gens étaient des Rwandais. Est-ce que en les plaçant là comme porte-parole de l'AFDL, comme vous le dites, Mouzé n'a pas su identifier qui est qui dans cette affaire? Il le savait, mais il n'avait pas le choix parce qu'il fallait avancer. Quand il est arrivé, il a formé le premier gouvernement, il a dit peut-être ces gens ils vont comprendre que, comme aux États-Unis, tu peux venir de notre pays, mais dès que tu es là dans un autre pays d'autrui, tu t'intègres, tu prends la nationalité, et puis il y a des Congolais qui sont au Parlement belge, etc. Est-ce que c'est pour autant qu'ils font la politique de l'étranger? Non. Mouzé était ouvert. Bisengimana était directeur des cabinets de Mobutu, il n'a jamais fait des choses contre les Zaïres à l'époque. Je peux vous citer d'autres Rwandais qui étaient ici. Alors maintenant, revenons au divorce. À quel moment il y a eu fissure? Alors, le divorce est arrivé quand? Lorsque Mouzé se rend compte que on commençait à humilier les Congolais. Par les Rwandais? Par les Rwandais. On les chicotait, on récupérait leurs biens, on les maltraitait, on les insultait même d'une manière un peu ostentatoire. Mouzé a dit, mais c'est quoi cette affaire? Mais moi, je vous ai accueilli, je vous ai laissé occuper des postes. On ne peut pas quand même humilier les gens, les propriétaires du pays. Et les Américains commençaient à dire, mais bon, ce type apparemment, vous ne le gérez pas très bien. Il devient de plus en plus nationaliste. C'est lorsque, en 1998, tous les postes stratégiques et tout ça que les Rwandais commençaient à chercher, Mouzé ne voulait plus les redonner. Parce que Mouzé a commencé à donner quoi? Porte-parole, Sakombi. Moubutiste de son état, donc c'est Sakombi qui avait mis Mobutu dans les nuages. Quand on chantait le soir, on voyait Mobutu sortir des nuages. Comme un dieu. Mais c'est Sakombi, Nongo. Ministre de la communication, porte-parole, chantre de Diempère. Mouzé a fait de Sakombi porte-parole. Mouzé a fait de Bemba Saolona, qui était l'incarnation du capitalisme zaïrois. Chibé Zahir, le patronat zaïrois et tout ça. Il fait de ce monsieur-là ministre de l'économie. Donc, les Rwandais disent, enfin, on a chassé les Mobutistes, Mobutu, mais c'est les Mobutistes qui sont là. Donc finalement, on va perdre les contrôles. Et quand le Mouzé, comme il était un peu brut, enfin, parfois un peu sanguin comme ça, il a dit, monsieur, vous allez quitter ici. Rentrez chez vous. Oui. Et c'est là où les Rwandais ont dit, bon, comme on a encore le contrôle de l'armée, machin, on va se retourner. Et on va le renverser rapidement, on va le tuer rapidement pour nous en sortir, enfin, contrôler le pays. Et c'est mal connaître les Quinois, les Congolais, qui les a arrêtés ici à Menu, à Massina, un peu partout. D'ailleurs, ils avaient fait une opération sur Kitona. Les Rwandais ont envoyé l'avion jusqu'à Kitona avec plein de militaires, et c'est l'Angola qui a aidé Mouzé à l'époque de neutraliser cette opération, etc. Et c'est pendant ce temps-là que la Grande Guerre est arrivée. D'un côté, il y avait la coalition maintenant des gens qui voulaient en finir avec Mouzé, et puis l'appel que Mouzé a fait au pays de la sous-région, l'Angola qui devait nous aider parce qu'il y avait les Savimbi, et puis le Zimbabwe, Namibie. Voilà. Alors, qui ont trahi Mouzé Kabila à la fin? Ce sont les Rwandais, les Ougandais. Vous avez dit qu'à un moment, les rôles avaient changé. Ce n'était plus Museveni. Maintenant, Kagame aussi est monté un moment en puissance. Qu'est-ce qui est arrivé? Lorsque les Rwandais et les Ougandais viennent avec Mouzé,
Les Ougandais étaient un peu en retrait. C'est les Rwandais qui ont beaucoup plus influencé l'entourage de Mouzé. Et ils se sont invités chez nous pour contrôler le pays. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Kisangani. Cette guerre qui... Oui, c'est les corps de contrôle des minéraux, de contrôle de l'espace. Les Rwandais veulent le territoire, les Ougandais veulent les richesses. Jusqu'au moment où je vous parle, les bois dans les secteurs de Beni Butembo là-bas, les cacao, les cafés, tout ça, ça part en Ouganda. Et pourquoi dans les langages congolais, pour ne pas dire quinois, c'est toujours les Rwandais qu'on cite? L'Ouganda est carrément oublié. Mais l'incompréhension de même devenu un partenaire. L'incompréhension au niveau de la géopolitique ou l'ignorance tout simplement. Ce qui se joue à l'Est, c'est de la géopolitique. Il y a les multinationales qui ont besoin de matières premières de chez nous, les coltans, les titanium, tout ce qui est là-bas. On a même le pétrole, mais ils ne sont pas capables de le faire aujourd'hui parce que ça nécessite beaucoup d'industrie. Mais les multinationales, les occidentaux, ils avancent masqués. Ils utilisent dans un premier temps le Rwanda, ensuite l'Ouganda, et les groupes armés qui sont là-bas pour exploiter tout ceci. Et donc, de temps en temps, il y a les guéguerres entre les 3 ou 4 pays là-bas. Le Rwanda veut contrôler un coin, l'Ouganda veut contrôler un coin. Maintenant, on a même nous-mêmes invité d'autres comme la Tanzanie, qui vient jusqu'à contrôler ici Kinshasa avec le secteur minier, le secteur de la banque, des services, etc. Et chacun prend son morceau de la RDC, comme ça lui entend. La mésentente, pour ne pas dire les divorces, c'est dans le choix des contrôles des coins et des secteurs. Les Rwandais voulaient à tout prix changer, tout de suite. C'était éliminer Mouzé pour mettre quelqu'un d'obédience ougandaise. Les Ougandais avaient Jean-Pierre Bemba dans la rébellion avec les MLC, voulaient aussi contrôler leurs coins. Et Kinshasa, qui résistait, c'est-à-dire Mouzé avec les nationalistes, et tout s'est joué à ce niveau-là. Jusqu'en 2001, où les Rwandais et les Américains ont... Mouzé savait qu'il allait mourir, parce qu'il répétait un peu ça à ses collaborateurs, tout le temps. Il dit, je vais mourir, mais il n'a pas fléchi, c'est un peu comme Lumumba. C'est un esprit, Lumumba, qui habitait en Mouzé Kabila. Mouzé avait tout des nationalistes et des nationalistes sincères. Il avait toutes les fiches des renseignements. Comme tous les présidents, même notre président Tshisekedi, il a les fiches des menaces, des fiches de renseignements. Joseph Kabila n'a eu que des fiches des services et des fiches de renseignements, annonçant qu'on va vous éliminer à tout moment. Mouzé, il a survécu dans les maquis. Je vous ai rappelé l'histoire de Che Guevara. Il a survécu tout au long de la marche. On a tenté de l'assassiner quand il venait jusqu'ici à Kinshasa. Mouzé, à un moment donné, ne voulait pas aller au Ténika. Il a même fait un camouflage pour arriver là-bas. Parce qu'il pensait que les Français allaient piéger même son avion, qu'il allait arriver là-bas, etc. On a changé des hélicoptères 3 fois pour qu'il arrive là-bas, etc. Ça, c'est une autre histoire. Et une fois au pouvoir, il y avait des menaces qui venaient de l'intérieur, parce que les Mobutistes qu'il avait défenestrés pouvaient aussi l'éliminer. Il y avait la menace des anciens généraux de Mobutu, tout ça, les Nzimbi, les Baramoto, etc. Deuxième menace, mais les Rwandais qui l'a chassé. Et troisième menace, les multinationales, parce que les frères Boulle, avec lesquels, ou tous ces miniers avec lesquels il avait signé des contrats, une fois arrivé à Kinshasa, il avait dit non, 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 pas des contrats comme ça. Si vous voulez, on joue carte sur table pour signer les vrais contrats. Donc il était menacé de toutes parts. Mais il n'a pas fui. Est-ce que vous savez que lorsqu'il y a eu des explosions à l'aéroport d'Ndjili, les munitions qui avaient brûlé là-bas, les gens disaient à Mouzé, non, l'aéroport est déjà pris, il ne faut pas y aller. J'étais avec sa fille, Janet Kabila, il y a quelques jours. Il me disait, Mouzé, ces jours-là, il a dit, moi, je vais à l'aéroport. Et il est parti à l'aéroport. Et il est parti à l'aéroport. Il y a une question, parce qu'il y a beaucoup de questions, mais je pense que c'est deux questions. Oui. Il y a Laetitia Kamba qui dit, je salue JMK pour son intelligence, ses analyses très, très pertinentes. Qu'est-ce qu'il dit à ceux qui pensent que la grande infiltration rwandaise est arrivé par les canaux de Mouzé Kabila? Non, ça c'est faux et archi faux.
notre pays a connu plusieurs vagues des étrangers. Les premiers Rwandais qui sont venus chez nous, c'est dans les années 50, 60, avec les Belges. Quand on devait exploiter les minéraux de la gécamine, bon, excusez-moi du peu, le Belge disait que les Katangais ne veulent pas travailler. Donc on doit chercher la main-d'œuvre ailleurs. Les images existent. On a fait venir des Rwandais. On a fait venir mais des Kassaïens de chez nous. La plupart des Kassaïens qui sont là-bas, ce sont les Belges qui sont partis les chercher, d'autres provinces, etc. Si vous allez au Katanga, il y a des Rwandais qui sont là depuis les années 60, 70, même avant, à l'époque de Belges, qui sont même devenus plus Katangais que les Katangais eux-mêmes, qui ont même vécu là-bas, grandi là-bas, qui ont fait des études là-bas, qui se considèrent d'ailleurs plus Katangais même que les Katangais. D'ailleurs, beaucoup qui étaient étudiants avec ces gens-là, ils disaient, mais on a étudié avec ces gens ici, c'était mes frères et tout ça, comment expliquer que quand il y a eu la guerre de 98, ils ont fui, ils sont partis. Donc il y a eu des Rwandais déjà ici. Il y a des Rwandais même au Kasaï là-bas, chez nous. Il y a des, si vous regardez le phénotype des gens comme ça, eh bien c'est des Rwandais. Ici au Congo central, quand on faisait les chemins de fer par les Belges, mais ils sont partis chercher les Rwandais. Il y a des gens qui ont des morphologies rwandaises ici, au Congo central. Bon, d'aucuns parlaient des Kassavubu, qui avaient aussi des anciens aïeux, tout ça qui venait de la Chine. Bon, ça, il faut vérifier, etc. Donc, ça veut dire que notre pays a connu que des migrations, des gens qui venaient du Tchad, d'autres pays, du Bénin. Voilà, on a parlé à l'époque de famille de Mobutu, tout ça va. On ne va pas entrer dans l'histoire de tout le monde. Mais l'essentiel est que ces migrations rwandaises n'ont jamais eu de problème. Il n'y a pas eu d'infiltration. Parce que ces gens-là, d'abord, après des problèmes chez eux, il y a eu des génocides là-bas, entre les Tutsis et les Hutus. Chez nous, c'était une terre d'asile, ils vivaient bien. Dans les années 70, je vous ai parlé de Bisengimana. Mais c'était des Rwandais qui ont fui chez eux, qui étaient venus chez nous ici, qui ont grandi ici, allés dans les Kivu, allés partout. Vous allez trouver ces gens-là, étaient chez nous. Mouzé n'était pas là, Joseph Kabila n'était pas là. Maintenant, quand Mouzé arrive, il y a eu effectivement certains militaires, ou Rwandais, ou Ougandais, qui étaient avec lui. Et dès qu'il y a eu les problèmes, là, si vous voulez, des guerres de 98, beaucoup ont fui, sont partis. Il n'y a que les Tutsis congolais qui sont restés, pour la plupart. Lorsque vous allez à Sun City, c'est que les gens ne disent pas très souvent. Mais l'IDPS était du côté du RCD. L'ASD, si ça vous rappelle quelque chose. Oui. Qui ont demandé qu'il y ait les mixages et les brassages qu'on a suivis. l'IDPS. Mais c'est la communauté internationale, c'est aussi l'IDPS. Quand on dit accord inclusif, inclusif, ça voulait dire quoi? Intégrer tout le monde. Et si vous allez voir les signatures de Sun City, tout le monde a signé les Zuzuwambombo. Est-ce que cet accord, c'était une erreur, selon vous, ou non, c'était tout ce qu'on pouvait avoir en ce moment-là? Ce n'était pas une erreur, c'est une stratégie de négociation. En ce moment, nous sommes en train d'étudier avec le grand professeur Makiese, qui est avec nous là-bas d'ailleurs au Chest, les techniques de négociation. Lorsque vous négociez quelque chose, vous pouvez faire une signature temporaire sur laquelle vous pouvez revenir plus tard. Et cet accord de Sun City, qui est à la base de la stabilité que nous connaissons aujourd'hui. C'est à partir de Sun City que MLC, RCD, tous ces gens-là, ils ont jeté les armes, ils sont venus ici, 1+4, ça donne la Constitution et les institutions qui sont là aujourd'hui. Et donc, ceux qui disent qu'on a infiltré notre pays à partir de l'AFDL, c'est faux. Et ce n'est pas l'AFDL seul, je vous ai parlé de l'IDPS. L'IDPS qui était là comme première partie d'opposition interne, qui a accueilli ces gens avec eux. Et IDPS et les autres qui étaient en Afrique du Sud, les Aïd Ngoma, toute l'opposition intérieure, les Baat ici étaient dans la société civile, c'est eux qui ont validé que pour tomber d'accord, mixons, faisons les choses ensemble pour que demain les Congos avancent. Et on ne voyait pas toute cette agression en tout cas venir
Mouzé est mort, ça fait 24 ans. L'agression, elle a commencé bien avant tout ça. Ça fait 30 ans que les nôtres partent. Mouzé a dit, comme testament, ne jamais trahir les Congos. Chama et Kassamba, quand vous voyez les Congolais d'aujourd'hui, est-ce qu'ils ont compris la leçon? Vous savez, je vais vous dire quelque chose de fondamental. Ce qui nous arrive aujourd'hui, ce n'est pas exceptionnel. C'est inhérent à tout pays qui a des richesses. On parle de la malédiction des richesses. Les pays pétroliers ont toujours des problèmes. Regardez ce qui se passe au Moyen-Orient. Regardez ce qui se passe au Nigeria avec Boko Haram. Ce qui se passe au Soudan, parce que le Soudan a beaucoup de richesses, y compris le pétrole. Et donc, dans les années, notre pays, d'abord, la naissance de ce pays, c'est né parce que c'était un pays, un espace riche. C'est un pays issu des Américains, si vous voulez bien. Bismarck, en 1885, lorsqu'il partage du monde, parce que l'Allemagne était en force, Bismarck a dit, il y a une zone là, un peu en Afrique centrale, là-bas, que personne ne contrôle. On a pris Léopold II, dont la maman vient de la Grande-Bretagne, pour dire, voilà, toi tu vas t'occuper de ces coins-là un peu sulfurés que personne ne connaît. Ce sont les Britanniques qui ont, les Américains, financé Livingstone, Stanley, tout ça, pour venir faire des études ici, pour savoir ce qui se passe dans la forêt ici. On a créé État indépendant du Congo. Une zone où chacun pouvait venir puiser, prendre. Et ça, on veut que ça continue. Ensuite, en 1908, après tout ce que Léopold avait fait, caoutchouc, etc., on tombe dans la période dite industrielle. On a besoin de matières premières. C'est là où on découvre qu'à Chikapa, il y avait du diamant industriel, il y avait le bois, fort minière. On découvre qu'au Katanga, il y avait des matières premières, le cuivre, etc. Les eaux minières avec la Société Générale de Belgique. On installe ces usines financées par les Américains. Unilever, ça vous dit quelque chose? C'est britannique. Et donc, ces gens-là, ils injectent leur argent ici. Et c'est eux, en 1960, lorsque les Belges on nous cède provisoirement les clés du pays, sans l'indépendance économique. Parce que tout ce qu'on avait, on a laissé aux Belges. On est venu ici faire la fête en 1960, pensant qu'on avait l'indépendance, mais on n'avait pas du tout l'indépendance. Tout le patrimoine est resté en Belgique. Les Américains, ils disent, on ne va pas lâcher ces coins-là. Alors, une question pour vous, Jean-Marc Kassamba. Je vais juste terminer. Avant de terminer. Pour que vous compreniez. Allez-y, allez-y. Pour que vous compreniez pourquoi ça ne va pas se terminer comme ça. Lorsqu'on installe Mobutu en 65, on lui explique, monsieur, il y a le communisme, on va t'utiliser pour lutter contre le communisme. Mais nous allons exploiter les matières premières qui sont là-bas. Mobutu a essayé un peu de jouer les jeux, mais en 72, il gâche tout. Ils arianisent. Il énerve Unilever, il énerve les Belges, il énerve tout le monde. Ces problèmes ont commencé. Et donc, ceux qui sont derrière tout ça, ce sont les sociétés multinationales qui ont besoin de nos matières premières. Qu'on le veuille ou non, que ce soit Tshisekedi ou non, ou quelqu'un d'autre ou non, aussi longtemps que ces gens-là ne prennent pas ce qui est chez nous avec intelligence, la guerre va continuer. Mais nous ne sommes pas, même si quelques pays africains du Moyen-Orient ont des difficultés, nous ne sommes pas les seuls à avoir des richesses. Le Canada a des richesses, la Russie a des richesses. Pourquoi au Congo, ça fait autant de morts et vous dites que ça ne va pas s'arrêter? C'est l'homme congolais. La prise de conscience de l'homme congolais. C'est ce que Kabila a dit. Joseph, ce qui m'a été difficile, moi, c'est de transformer les Aïos en Congolais. Il n'y a pas la conscience congolaise. Vous voyez cette photo entre lui et son père. Voilà, M. Chamoulesso qui est juste derrière là-bas. Ça veut tout dire. Mouzé, ce n'est pas un militaire. Mais son fils, général, 2 étoiles. Son fils, là, il commandait l'armée des terres. Nous sommes un pays d'armée des terres. Là, il salue son père. Et quand vous allez dans toutes les maisons de Joseph Kabila, vous allez trouver cette photo. Et quand il regarde cette photo, il a les larmes. Parce qu'il dit, c'est que mon père m'a laissé, c'est en train de se dégénérer.
Il y a eu des tentatives contre Joseph Kabila pour le tuer. Ça n'a jamais marché. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait ce que son père a fait. C'est-à-dire la colère, comment dire, brute. Mouzé a raccroché Martin Albright, pardon, au téléphone. Secrétaire d'État américain. Parce que Martin, comment s'appelle la dame Albright, elle s'appelle. Je vais trouver son prénom. Elle voulait donner des injonctions. Elle a donné des injonctions à Mouzé. Mouzé dit, madame, enfin, je suis président de la République, même si vous êtes secrétaire d'État, il l'aura accroché au nez. Et ces jours-là, il a signé ça. Mais Kabila, le fils, n'a jamais fonctionné comme ça. Kabila, c'est le stratège, c'est, voilà, comme Sun Tzu, il est comme ça. Et donc, pourquoi ça ne peut pas fonctionner, M. Tchibinkoufoua? Et là, je parle avec beaucoup de gravité à mes frères. Nous sommes distraits. On doit user de la diplomatie pour nous en sortir. Qu'est-ce que ça veut dire? On doit former et placer des vrais diplomates. Parce que sur le plan militaire, on n'a pas ce qu'il faut. On a un pays continent. On n'a pas une armée aérienne. On n'a pas la maîtrise du ciel. Et ces gens-là, c'est eux qui ont les satellites, qui disent aux Rwandais, voilà, les FARDC sont là, ils font ceci, ils nous écoutent. Donc, on ne va pas s'en sortir. Il faut de la diplomatie. Il faut mettre des vrais diplomates. Pas vos amis. Pas des apprentis qui ne connaissent pas la géopolitique sous-régionale, qui ne connaissent pas tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Les enjeux. Les enjeux, c'est quoi? Nous avons des matières premières, les autres en ont besoin. Discutons avec eux. Envoyez des vraies équipes avec eux. Quand Biden est venu ici pour les corridors, mais enfin, on a travaillé avec qui pour expliquer aux Américains que, au lieu de travailler avec les Angolais, les Rwandais pour ces corridors, c'est nous, les propriétaires de tout ceci, discutons sérieusement. Aussi longtemps qu'on met dans les équipes des farfelus, des gens qui ne savent pas la géopolitique, qui ne savent pas les techniques des négociations, on ne va pas s'en sortir. Là, aussi longtemps qu'à l'intérieur, nous ne sommes pas unis. Ce sont les invectives, on s'arrête mutuellement, on se confisque nos petits biens, on s'insulte. Mais eux, ils se moquent de nous. Nous allons terminer cette émission, Jamel Kassamba. Oui. En 2 mots, comment vous pouvez définir ces grands hommes, ces soldats du peuple, ces héros national, lui qui a tout donné? Et regardez comment il est, Mouzé Laurent Désiré Kabila. Ça, c'est la tenue de Mao, ça. Ce qu'on appelle les kakis des révolutionnaires, etc. Regardez son regard visé vers le ciel. Ça veut dire qu'il avait une vision de grandeur de ces pays. Mais il est mort comment? Dans son bureau, par un garde à peine lettré. On a armé ces jeunes hommes qui a tiré sur lui. Et il est parti comme ça. Ça veut dire qu'on n'est que homme. Et la personne meurt qu'avec une seule balle. Et il est parti en laissant tout l'idéal qu'il avait. Aujourd'hui même, dans l'opposition, partout, tout le monde salue Mouzé. Mais pourquoi il les salue? Pourquoi la devise de notre armée, c'est jamais trahir le Congo? C'est parce que si vous voulez que ces pays changent, les slogans seuls ne suffisent pas. Mouzé est parti du révolutionnaire, idéaliste, brute, lumumbiste, à la victime de la géopolitique, parce qu'il n'a pas été avec des gens qui l'ont aidé à réaliser tout cela. Il a fait l'AFDEL, il avait les CPP, il a fait les cantines, il a fait tout ceci, mais c'était par qui? Mobutu a fait Makanda Kabobi. Après, il y a eu quoi? Joseph Kabila a mis en place les 2 projets les plus ambitieux, les 5 chantiers, la révolution de la modernité. Mais tous ceux qui sont dans cette affaire, ils sont où? Ils sont aujourd'hui autour du Tshisekedi. Le peuple d'abord, plus... qu'est-ce que vous avez appelé... il y a l'autre slogan là de IDPS aujourd'hui, surtout des Fachi. Mais qui s'aborde le travail des Fachi? Ce sont les mêmes qui vont les pousser aujourd'hui, changer la constitution, embrouillement à l'intérieur, etc. Alors que les vrais enjeux sont ailleurs. Pour que ça change dans notre pays, il faut une prise de conscience. Nous sommes un grand peuple, nous avons un grand territoire. Si on ne fait pas gaffe, ceux qui ont besoin, chacun va prendre son morceau.
Et on aura nos yeux que pour pleurer. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Pour que ça change, il faut une prise de conscience. C'était là votre dernier mot. Nous saluons les combats du musée. Musée est parti. Mais il a laissé ses testaments. Ne jamais trahir les Congos. Et tous les Congolais doivent s'en approprier. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour l'éclairage. Merci à vous qui avez suivi ces spéciales 16 janvier. Je vous retrouve prochainement sur ce plateau avec le même plaisir.